Et j'invite à nous rejoindre pour la table ronde sur la question de la radicalisation Anne-Marie Fauvet, Sébastien Rocher et Jean-Louis Sanchez. Dounia Bouzard devait être parmi nous cet après-midi et elle nous a fait savoir hier qu'elle ne pourrait pas nous rejoindre et elle nous a demandé de vous présenter ses excuses. Elle était tout à fait désolée, mais elle est hospitalisée et vous comprendrez que dans ces conditions, elle ne pouvait pas être avec nous. On a néanmoins préparé cette table ronde avec elle et malheureusement, j'allais dire, l'actualité me fait démarrer par ce qui s'est passé il y a 2 jours à Orlando, dans cette boîte de nuit, avec cette personne qui s'est mise à tirer sur la foule, lourdement armée, mais on peut aussi penser aux policiers et à sa femme qui ont été tués la nuit dernière. Au fond, comment, pourquoi des personnes, isolées ou en groupe, produisent des actes de barbarie? Et puis, on peut penser aussi à toutes les personnes, dont il est difficile d'ailleurs d'avoir un chiffre précis, qui vont prendre les armes et faire la guerre sainte, entre guillemets, contre le monde impie, entre guillemets aussi. C'est certainement une forme de courage humain, mais c'est aussi une difficulté majeure, nouvelle, inédite, pour notre société, nos sociétés, parce que la société française n'est pas seule concernée, pour nos sociétés et pour nos actions. Ça pose bien sûr, mais juste pour mémoire, des questions politiques, géopolitiques, ça pose aussi des questions de sécurité publique, mais ça pose aussi des questions sociales, à la fois dans le champ de l'intervention sociale, mais aussi certainement au niveau de notre société. Merci Didier. Avant de commencer cette table ronde, je voudrais juste signaler la présence du défenseur des droits, Jacques Toubon, qui nous fait quand même l'honneur d'être là et d'avoir surtout assisté au rapport des ateliers. Donc je voulais le signaler parce que ce n'est pas si fréquent que des personnalités viennent en avance pour vraiment s'imprégner de ce qui a pu être dit lors des débats. Alors, on va démarrer la table ronde avec Anne-Marie Fauvet. Vous êtes présidente du CNLAPS, Comité national des acteurs de la prévention spécialisée. Vous êtes directrice d'une association de prévention spécialisée. Et par ailleurs, et pour cause, vous êtes impliquée dans une cellule préfectorale de lutte contre la radicalisation à Saint-Étienne. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, première question un peu générale. Quand on parle de radicalisation, on confond, je crois, dans les médias, dans chacun d'entre nous, on ne fait pas bien la part des choses entre différents phénomènes, repli communautaire, dans les banlieues, radicalisation avec emprise. Les travailleurs sociaux sont eux-mêmes un peu perdus. Que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Que voyez-vous dans les banlieues notamment? Bonjour à tous. Alors, la première chose qu'il faut déjà dire, évidemment, c'est que c'est très différent d'un territoire à l'autre. Alors, au niveau du CNLAPS, c'est un réseau qui représente les acteurs de la prévention spécialisée. On dit acteurs parce qu'on est traditionnellement des associations, mais on a de plus en plus de services publics d'ailleurs qui adhèrent au CNLAPS. Et du coup, donc, ce sont des acteurs qu'on retrouve sur tout le territoire métropolitain, mais aussi sur l'outre-mer. Alors, il est bien évident que la situation en Guyane est tout à fait différente de celle qu'on trouve à Lille, à Lyon ou à Marseille. C'est évident. Donc, la première chose à dire, c'est que chaque territoire a sa spécificité.
Alors, le but du CNLAPS, justement, c'est un petit peu de partager les constats. Alors, dans la question que vous me posez de façon un peu générale, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur ces quartiers qu'on appelle les quartiers sensibles, sachant qu'on intervient aussi sur les zones rurales. La première chose qu'on voit et les gens qu'on rencontre sont des gens qui sont souvent très impliqués dans l'éducation de leurs jeunes, il faut le dire, qui sont souvent qui ont leur première préoccupation, c'est majoritairement l'emploi, et qui sont très soucieux de l'éducation de leurs jeunes et très attentifs à l'éducation et notamment à l'école. Ça, c'est il faut quand même le dire, et il faut commencer par ça, parce que c'est majoritairement ce qu'on constate, avec des gros réseaux de solidarité. Voilà, ça c'est le côté extrêmement positif. C'est pas de l'angélisme, hein, c'est vraiment ce qu'on constate, et en même temps, il faut pas en rester là, parce que bien évidemment sur ces quartiers, et on va pas le nier, il y a des grosses difficultés. Alors, on en parlait tout à l'heure, toutes les deux. Avant de parler directement de cette affaire de radicalisation, parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de radicalisation, les constats qu'on dresse ces derniers mois, c'est qu'on voit déjà au niveau des trafics que les choses se durcissent. Les trafics où on avait beaucoup avant plutôt du cannabis se transforment aujourd'hui sur des trafics en cocaïne, les enjeux étant plus forts. Forcément, ça rigidifie les relations et en fait, ça crée beaucoup de violence sur les quartiers. Donc ça, c'est un constat. J'essaie de vous dire un peu les constats qu'on dresse à droite à gauche et c'est les constats croisés, effectivement, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est une première chose. Alors, quelque chose qu'on a vraiment tous noté après les attentats du 13 novembre, puisque les équipes de prévention spécialisées ont été très présentes après le 13 novembre, tout de suite après, parce qu'il a fallu vraiment beaucoup apaiser les relations et puis calmer les inquiétudes des habitants. Il y avait une grosse peur des amalgames. Et ce qu'on constate depuis le 13 novembre, c'est que les jeunes sont de moins en moins sur l'espace public. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit sur l'ensemble du territoire métropolitain. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, les bandes de jeunes qu'on voit moins sur l'espace public, on les retrouve, ils prennent l'habitude de se réunir dans des endroits un peu incongrus, on retrouve un peu les caves, etc. Et c'est extrêmement, ça complexifie nos interventions. Parce qu'on voit que dans ces lieux, alors moi j'appelle ça parfois, vous voyez, des tripots un peu, parce que ça part un peu dans tous les sens. Alors évidemment qu'on a à nouveau les problèmes de trafic, mais on voit aussi l'influence de certains adultes, et notamment on voit des adultes qui rentraînent les jeunes sur des pratiques un peu particulières de la religion. Donc ça, c'était le troisième ou quatrième constat dont je voulais vous parler. Alors bien évidemment, et on n'est pas les seuls, je pense que les travailleurs sociaux qui sont dans cette salle l'ont constaté au même titre que la prévention spécialisée. Ça fait de quelques années qu'on constate, donc on voit qu'on a des jeunes qui reviennent à une pratique religieuse extrêmement rigoriste, avec des signes extérieurs de religiosité un peu ostentatoires. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce que dans ces mouvements, on a un petit peu de tout. Il y a certainement des jeunes qui reviennent vers... quand j'appelle ça les signes ostentatoires, reviennent là-dessus parce que c'est une façon un peu de montrer son identité. C'est un peu, voilà, j'affiche ce que je suis. Et on constate il y a beaucoup de ces jeunes qui, en fait, peuvent, par exemple, pour les filles, porter le voile le matin, mais finalement, le week-end, elles vont aller en boîte de nuit, etc. C'est un peu ce qu'on appelle les passants. Et ce sont des jeunes qui ont une multiple appartenance. Et à mon sens, ce ne sont pas ceux-là les plus inquiétants. Par contre, effectivement, on a des jeunes et des moins jeunes qui, peu à peu, partent dans quelque chose d'extrêmement extrêmement dur, qui, en fait, se mettent en rupture avec les autres adultes qu'ils ont autour d'eux, avec leurs copains, on va dire, et avec leur famille. Et par contre, ceux-ci, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, eh ben, évidemment, ils coupent aussi les liens avec les éducateurs de rue qu'ils ont. Ça, c'est évident. Et c'est vrai, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que ce sont ces jeunes-là qui nous font le plus de soucis. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, je vous l'ai dit, au niveau du CNL, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, on a commencé à mettre en place les premières formations sur ces questions de radicalisation en 2012. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'on découvre le phénomène. Par contre, il est bien évident que les attentats qui ont frappé notre pays l'année dernière ont, bien sûr, ont renforcé les inquiétudes, et à juste titre.
Enfin, nous en fait, au niveau du CNL, mais quand je dis le CNL c'est partagé avec d'autres, parce que le CNL n'est pas une secte, en fait on a deux grandes inquiétudes aujourd'hui. La première, si vous voulez, c'est vraiment, on constate sur les territoires, et notamment sur ces quartiers sensibles, on a de moins en moins de professionnels qui interviennent et de moins en moins de professionnels du secteur social et de l'animation. Et ça nous inquiète vraiment. Alors évidemment, il y a la perte des postes au niveau de la prévention spécialisée, mais c'est pas tant, voilà, c'est pas tant ça le problème. On le constate beaucoup au niveau des centres sociaux. Les centres sociaux subissent de grosses réductions budgétaires, et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les quartiers sensibles, on a de moins en moins de professionnels. C'est une véritable inquiétude. Je vous le dis en tant que présidente du CNL-APS, je vous le dis surtout en tant que citoyenne. Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est, et là aussi c'est quelque chose qu'on partage tous dans nos inquiétudes et nos constats, on observe que de plus en plus on a des habitants des quartiers qui nous disent « Ouh là là, non mais vous pouvez pas comprendre parce que vous n'habitez pas le quartier. Et ces jeunes, vous pouvez pas les comprendre. » Voyez, parce que vous n'avez pas la même culture, c'est sous-entendu, c'est pas toujours dit, vous n'avez pas la même religion. Nous, par contre, on est du quartier et on peut les comprendre. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2-3 semaines, on a été contacté par une grande chaîne nationale pour faire un reportage sur la vie dans les quartiers. Donc c'était un vendredi soir et il fallait faire une intervention à la télé le dimanche après-midi. Très bien, alors du coup on était un petit peu content et en même temps un petit peu stressé parce que la télé on n'est pas très habitué, enfin bref. Donc on appelle nos collègues sur Paris, donc il se trouvait que tous étaient travaillés le samedi et étaient prêts à participer à un reportage. Vous voyez comme quoi la prévention spécialisée, on devient lisible. Et alors, donc on a mis moins de 20 minutes. Quand on a rappelé la chaîne, ils nous ont dit « Ah mais c'est bon, on a trouvé quelqu'un d'autre ». Et en fait, ils ont trouvé quelqu'un qui n'était pas vraiment éducateur, qui avait un financement privé. Alors ça, on ne le savait pas, on l'a découvert. Quand on a regardé l'émission le dimanche soir en se disant « Tiens, mais qui ont-ils pu trouver ?» Et en fait, cette personne qui se présentait comme, je crois, psychologue social, enfin quelque chose d'assez nébuleux, bien évidemment, quand il a interviewé, a laminé le travail de la prévention spécialisée et des centres sociaux en expliquant qu'on n'avait pas compris grand-chose, qu'évidemment, le discours traditionnel, nous n'étions jamais là quand il fallait, etc., etc., ce que nous entendons à peu près depuis 40 ans d'ailleurs. Et en fait, lui, heureusement qu'il était là, qu'il avait tout compris et puis qu'il pouvait comprendre ces jeunes. Ben voyez, ça c'est extrêmement inquiétant pour nous et c'est vraiment notre souci et je pense qu'il faut qu'on soit très vigilants les uns les autres. Très bien, alors si je vous comprends bien, vous nous dites tout de même repli identitaire ne veut pas dire processus de radicalisation derrière. Donc attention aux amalgames. Vous êtes dans la cellule préfectorale, je le disais tout à l'heure, de lutte contre la radicalisation. Quel profil, quel public, au fond, vous rencontrez? Lorsque j'ai préparé la table ronde avec Dounia Bouzard, elle me disait, il y a une dizaine d'années, il y avait un profil type, on pouvait établir un profil type. C'était en gros le jeune sans père ni repère, pour reprendre d'ailleurs une expression de la Prève. Aujourd'hui, on observe que n'importe quel jeune peut basculer. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans la cellule? Alors, avant de vous dire ça, surtout ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que je vous explique un peu mais comment on en est arrivé à travailler dans une cellule préfectorale. Alors sur Saint-Étienne, on est les deuxièmes à avoir mis en place cette cellule. Les premiers sont nos collègues de Marseille qui ont mis en place ça sous impulsion préfectorale, donc en juin 2014. Donc c'est la préfecture des Bouches-du-Rhône qui est venue trouver alors l'ADAP 13, qui est un gros service de prévention spécialisé, en disant voilà, on rencontre des jeunes qui sont de plus en plus dans des processus durs de radicalisation, et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Du coup, les collègues de l'ADAP, on l'avait travaillé ensemble à l'époque. En fait, on n'en savait rien ce qu'il fallait faire. Il faut quand même le dire, on n'en savait rien du tout. Mais on se disait, le décideur
local a des difficultés, on va essayer, on va tenter quelque chose. Donc eux, ils ont commencé en juin 2014 et nous, au niveau de Saint-Étienne, on a commencé en mars 2015. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement drôle parce qu'on passe un peu pour les vieux briscards de l'affaire, alors qu'on a, en fait, en vérité, on est des novices. Hein. On a une année, un an et demi, 2 ans de travail dans cette affaire. Et puis du coup, donc, on s'est rendu compte que peu à peu, on avait de plus en plus de services de prévention spécialisés, adhérents du CNL, qui partaient dans le travail au sein de ces cellules. Donc on a décidé au niveau du CNL, parce qu'on était tous à peu près à la même enseigne, on essayait de tenter des trucs, voilà, il fallait partir. Donc on a mis en place un groupe de travail, justement pour partager ensemble et puis pour mutualiser les outils éducatifs qu'on était en train de mettre en place. Et sur ce, le ministère de l'Intérieur nous a sollicité et du coup actuellement on est en train de rédiger le guide méthodologique du travail qui est réalisé au sein de ces cellules et on le fait en lien avec les collègues de Citoyens et Justice puisqu'on voit qu'on a aussi quelques associations plutôt du côté de la réparation qui sont parties dans cette aventure. Alors, simplement, pourquoi la prévention spécialisée s'est lancée dans cette aventure? Parce que il me semble qu'on avait déjà des savoir-faire qui étaient mobilisables pour travailler au sein de ces cellules. Les savoir-faire en question, déjà de travailler auprès de jeunes qui sont en rupture, et on voit bien que la radicalisation vient parler de la rupture. Et puis tout le travail sur l'environnement, puisqu'on a l'habitude de travailler sur, vous me dites hein, si je fais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate vraiment sur le public? Profils. Alors pour bien parler clairement, aujourd'hui Marseille a suivi un petit 200 personnes et nous sur Saint-Étienne on est à 70 personnes suivies. Donc je vous parle à partir de cet échantillon-là, ce qui est quand même relativement, enfin c'est quand même pas très très élevé. Mais voilà. Alors, les constats, c'est qu'en fait, on a des jeunes, majoritairement des jeunes. L'âge qu'on a, c'est 16, 30, 35 ans. Voilà, c'est vraiment l'âge cible, sachant que nous, sur Saint-Étienne, on a accompagné une dame de 53 ans et on a pu avoir des personnes un peu plus jeunes. Au niveau des classes sociales, on est vraiment sur toutes les classes sociales, voire peut-être un peu plus de classes sociales moyennes et sup au niveau, voilà, ça c'est important. Et on a très peu, parce que je pense que vous attendez ça, on a assez peu de jeunes issus des quartiers sensibles. Alors, on émet 2 hypothèses. Bon, moi, il me semble qu'il y en a une qui est sans doute un peu plus vraie, tout ce qu'on ressent sur les quartiers, c'est qu'en fait, pour les jeunes qui sont habitants des quartiers sensibles, c'est extrêmement compliqué pour les parents d'appeler la préfecture. Parce que la préfecture n'est pas vue comme une institution bienveillante, parce qu'il y a eu un passé au niveau des papiers, etc. Et c'est très compliqué, sachant qu'en plus, après, qu'est-ce que ça veut dire? J'appelle la préfecture pour signaler mon fils, alors qu'en fait, il pratique très bien la religion, et qu'est-ce que vont dire les voisins, etc., etc. L'autre hypothèse, certains collègues me disent peut-être que sur les quartiers, il y a plus de structuration de par les réseaux un peu mafieux et peut-être que c'est ce qui fait que les jeunes sont moins signalés. Moi, je pencherais plutôt pour la première explication, mais l'avenir nous dira la suite. Donc, assez peu de jeunes issus des quartiers, beaucoup de jeunes issus de milieux parfois ruraux. Enfin, par exemple, sur Saint-Étienne, on a assez peu de jeunes de Saint-Étienne, mais c'est beaucoup des jeunes qui sont sur les communes autour de Saint-Étienne. Après, sur la question des divorces, etc., on est complètement dans les moyennes nationales, donc il n'y a rien de particulier. Et alors ensuite, dans le travail qu'on fait, parce que je pense que c'est un petit peu ça que vous voulez savoir, on fait un peu schématique, je ne peux pas vous parler pendant toute une soirée, donc je suis obligée d'être un peu schématique. En fait, on a repéré 3 catégories. On a les jeunes, on va dire, plutôt profil protection de l'enfance, plutôt dans le passage à l'acte, et particulièrement après janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, souvent signalés par l'éducation nationale, ont en fait un passage à l'acte en criant à l'école, vive Daesh, etc. Donc du coup, signalement par l'éducation nationale, c'est remonté à la préfecture et la préfecture a saisi notre cellule. Ça, c'est la première catégorie. Le boulot, il est relativement simple, si je puis dire, dans ces situations. En fait, on travaille toutes les fois, donc on fait un diagnostic. Et puis, quand on voit qu'on est sur ce genre de profil, on refait le lien avec nos collègues de la protection de l'enfance. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, on est plutôt sur des personnes en voie de basculement.
c'est-à-dire qui commencent déjà à être dans des pratiques religieuses très ritualisées, une pratique très rigoriste. Et du coup, là, ce qu'on travaille avec eux, on y reviendra après peut-être ensemble, ce qu'on travaille, c'est vraiment le doute. C'est comment on remet du doute, comment on les réinterroge. Et puis troisième catégorie, qui est la catégorie qui est quand même très difficile, ce sont les personnes qui sont complètement sous emprise. On a par exemple une jeune Mathilde qui peut pas nous répondre sans faire un texto ou un mail en disant est-ce que j'ai le droit de jouer au Monopoly, est-ce que j'ai le droit de ci, etc. Donc là, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que notre travail habituel d'éducateur où on explique aux jeunes par la parole, etc., ça marche plus parce qu'en fait, on n'a plus accès au cerveau. Donc, il faut trouver un autre moyen, justement, pour retravailler toute la question et redonner du libre arbitre, redonner de l'esprit critique. Voilà, si je vous le fais un petit peu schématiquement. Pour les catégories qui sont susceptibles de basculer ou les jeunes qui sont vraiment déjà sous emprise, est-ce que dans leur histoire personnelle, il y a des choses, des points communs? On avait évoqué notamment la question de la rupture affective. Oui. En fait, effectivement, alors ça c'est... Surtout sur la dernière catégorie, en fait, nous, on a des jeunes filles qui sont revenues de Syrie l'année dernière, alors que personne ne s'attendait à ce qu'elles reviennent. Alors après, voilà, moi, je parle sur des petits chiffres, hein, on est bien d'accord, il ne faut pas faire de généralité. C'est vrai qu'effectivement, on était typiquement sur des profils de jeunes filles protection de l'enfance avec des grandes carences affectives et qui, du coup, trouvaient dans Daesh, quand je dis Daesh, c'est pour vous faire une image, hein, trouvaient quelque chose qui les remplissait, en fait. Il y avait... voilà, ça leur donnait, c'était ritualisé, il y avait des gens qui s'occupaient d'elles, même si parfois on pouvait trouver qu'ils s'occupaient d'elles d'une bien drôle de façon, mais en fait elles étaient remplies. Quand elles sont revenues, alors notamment pour une qui était enceinte, il a fallu accompagner sur l'IVG, etc. On a bien vu que, nous on pensait qu'elles allaient revenir en se disant mais on a vécu l'horreur parce qu'elles étaient quand même emprisonnées, etc. Et malgré tout, c'est des jeunes filles qui nous disaient mais quand même, là-bas, au moins, j'étais utile, puis il y avait des gens qui s'occupaient de moi. Donc, vous voyez, ça fait plus d'1 an qu'elles sont revenues. Alors maintenant, je pense qu'elles sont un peu sorties d'affaires, mais on voit bien qu'il faut constamment retravailler le lien et constamment... et là, on voit, par exemple, notamment, il y en a une qui s'accroche à notre psy, qui devient un peu la mère symbolique, et l'éducateur qui devient un peu le père symbolique. Elle s'accroche à eux, comme elle a pu s'accrocher à ses anciens geôliers. Merci. Sébastien Rocher, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et vous avez notamment dirigé récemment une enquête, Les adolescents et la loi. La première question que j'ai envie de vous poser, après avoir entendu le témoignage d'Anne-Marie Fauvet, qui est un témoignage de praticien en fait, de terrain, vous avez cité quelques chiffres en ayant la prudence de dire que c'était des petits chiffres. On a pu voir quelques autres chiffres dans la presse, mais finalement, comment est-ce qu'on peut approcher cette réalité et notamment essayer, parce qu'on a une passion du chiffre en France, une fois qu'on a chiffré, on pense qu'on a, ça y est, on a cerné le problème. Comment est-ce qu'on peut approcher cette question? Alors, je remercie donc pour cette question très compliquée. C'est... on ne sait pas très bien ce qu'on mesure. Il faut dire honnêtement, on ne sait pas très bien une radicalisation de quoi. Donc quand on ne sait pas ce qu'est quelque chose, c'est très difficile de le mesurer. Si vous n'avez pas inventé les degrés Celsius ou Fahrenheit, vous ne pouvez pas avoir de thermomètre. Donc on ne sait pas bien. Et en plus, on n'a pas d'enquête. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dispositif systématique qui permette de faire un comptage. On a des comptages, comme ça a été très bien expliqué, par exemple, à partir de signalements. Mais on ne sait pas si on compte la propension à signaler ou bien si on compte la réalité. Bon. Donc, pour ce qui me concerne, par hasard, en 2011, j'ai réalisé une enquête qui s'appelait Police avec un S à la fin, ça voulait dire cité. Il y avait une partie sur la police avec un C également. Et l'idée, c'était de réfléchir sur comment on fait société. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous relie? C'est comme un livre, hein. Les pages, elles tiennent ensemble parce qu'on leur appuie dessus, qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Donc il y a une dimension de la contrainte dans le fait d'être ensemble. Ce n'est pas simplement un choix à un moment donné qu'on fait, on est tenu ensemble par différents mécanismes, et on est tenu ensemble par des valeurs, et on est tenu ensemble par des organisations. Et par exemple ici, il y a plein de gens qui appartiennent à ces organisations, qui tiennent ensemble
la société. Bon. Donc, l'idée qu'on avait à ce moment-là, c'était d'essayer de comprendre pourquoi les adolescents acceptaient d'obéir aux policiers. Et donc, pourquoi ils reconnaissaient, ou non, qu'il y avait une autorité, celle de l'État, et pourquoi ils lui reconnaissaient une valeur. Donc ça, c'était le point de départ en 2011, et par hasard, on a mis dans l'enquête un certain nombre de questions sur la religion. Et ce n'était pas notre principal focus. Et ça, c'est une enquête franco-allemande, et c'est une enquête énorme par sa taille. Enfin, on a 15 000 adolescents enquêtés en France sur 2 villes, et qui nous donnait une puissance, on appelle ça comme ça, statistique, on n'a aucune autre puissance que statistique, une puissance pour décrire les croyances des adolescents et leurs pratiques à l'échelle des grandes agglomérations. Voilà, on a décrit la France et l'Allemagne, et j'ai découvert, par hasard, à cette époque-là, l'importance du fait d'avoir une religion, quelle qu'elle soit, et la grande différence qu'il y avait entre les athées, les adolescents athées et le reste de la population, et à l'intérieur du reste, entre les jeunes musulmans et ceux qui étaient d'une autre religion. Mais on ne savait pas bien pourquoi. Et donc, et comme on ne va pas très vite, nous en 2015, le temps d'analyser les résultats, etc., d'être sûr de ce qu'on dit, on est moins rapide que d'autres. En 2015, donc, on a fait une autre enquête, cette fois-ci sur Aix et Marseille. Donc ça nous fait maintenant Grenoble, Lyon, Aix, Marseille. On a pris toutes les Bouches-du-Rhône pour couvrir le milieu rural, un peu dans la même idée que ce qui a été indiqué tout à l'heure, de ne pas oublier une partie de la France, même si le caractère rural des Bouches-du-Rhône demande à être comparé avec celui de la Creuse ou de la Corrèze. Bon, mais on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Et là, l'idée, c'était d'aller plus loin pour comprendre les valeurs des adolescents et les formes d'attachement à la religion. On s'est dit, alors, parce que pourquoi la religion dissuaderait de reconnaître la police comme légitime? Ce n'est pas du tout évident, c'est complètement contre-intuitif, parce que normalement, la religion est plutôt conservatrice en termes d'ordre et d'autorité. Donc pourquoi? Donc on ne savait pas. Donc on a introduit un certain nombre de questions sur le fondamentalisme, c'est-à-dire l'attachement à une croyance des origines. On a interrogé les adolescents avec des procédures anonymes dont je vous épargne le détail méthodologique. Et on les a également interrogés sur leur rapport au sécularisme, avec des questions simples qui sont faites pour leur âge. Et on les a également interrogés donc, sur les valeurs libérales, les valeurs de liberté individuelle et d'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, et ce qui commençait à se dégager progressivement, c'était d'utiliser ça pour essayer de comprendre ce que j'appellerais la pré-radicalisation. Donc, ce qui prépare à recevoir un message radical. Parce que tous les gens qui se connectent sur un site extrémiste, qu'il soit politique ou religieux, évidemment ne passent pas à l'acte. La plupart des gens ne sont pas affectés par le signal qu'ils reçoivent. Donc il y a bien quelque chose dans les individus qui les prépare à recevoir ce signal. Donc voilà, l'idée c'était d'avancer progressivement vers la compréhension de cette pré-radicalisation. Alors, vous avez décrit la méthode, mais maintenant on aimerait en savoir plus sur le contenu. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et au fond, est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui pourrait être particulièrement inquiétant? Alors, inquiétant, c'est vous qui allez le dire. Donc la première chose, c'est qu'encore une fois, ces enquêtes, elles n'étaient pas initialement faites pour travailler sur la pré-radicalisation. Comme j'ai expliqué, c'est une succession de hasards qui se sont produits, plus ensuite les attentats en 2015 qui se sont répétés. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être la pré-radicalisation? Ça pourrait être deux choses, principalement. D'abord, le rejet d'une collectivité, la collectivité nationale. Parce qu'il faut détester une collectivité pour l'attaquer, pour attaquer n'importe quel membre au motif qu'il représente cette collectivité. Pas pareil que si vous attaquez une banque. Vous attaquez une banque parce que vous savez qu'il y a quelque chose à prendre dedans. Quand vous allez mitrailler une terrasse de café avec des tas de gens d'ailleurs, de différentes croyances, de différents âges, etc., de différentes nationalités, vous les attaquez pour ce qu'ils représentent. Vous n'allez rien gagner monétairement, bien sûr. Donc, il y avait ce premier élément qui était le rejet de l'appartenance nationale.
Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous voulez vous débarrasser d'un groupe que vous percevez comme hostile, ou lui porter des coups, il faut que vous formiez l'idée dans votre tête que la violence est une bonne idée. Donc que la violence est justifiable. Il est juste d'être violent. Donc je me suis dit, voilà ça. Donc, la pré-radicalisation, c'est ça. C'est le fait de se dire, la violence est une bonne idée, et je n'ai rien à voir, et je veux me séparer, le contraire de ce qui nous relie, je veux me séparer du groupe national. Donc, avec les très gros échantillons qu'on avait, plus de 10 000 personnes dans la deuxième enquête, si vous voulez, ces enquêtes, elles sont assez grosses pour que les tout petits groupes d'adolescents qui pensent des choses comme ça puissent être bien représentés. Mais je mets tout de suite en garde par rapport aux résultats. Là, ce sont des adolescents qui pensent comme ça, mais ils n'ont pas forcément l'intention d'agir. Par exemple, je vais prendre le cas de la police. Je peux ne pas aimer la police. Je peux même penser que c'est juste de caillasser la police, mais ça ne veut pas dire que j'ai formé dans ma tête l'intention de le faire. Donc, les chiffres que je vous donne sont évidemment, d'abord je ne vous en donne pas, mais ensuite c'est une surestimation. Donc, c'est des petites quantités, mais qui, si les gens étaient vraiment convaincus, ça serait la guerre civile. Donc je parle de quantités qui sont inférieures à 5%. Mais quand on a 10 000 personnes, 5% de 10 000, ça fait 500. Donc on a des échantillons assez gros pour regarder en fait ces petits groupes, et essayer de comprendre. Alors, tout ce que je vous dis aussi, ce sont des probabilités statistiques. Ce ne sont pas des gens qu'on met dans les cases et ils vont rester dans cette case. Ce sont des catégories statistiques. Donc ce sont des prédictions statistiques. Comme on vous dit que vous avez un pourcentage de chance de X quand vous sortez de chez vous et que vous prenez votre voiture pour accompagner vos enfants à l'école. C'est des probabilités. Bon. Donc, en faisant fonctionner, si je ne vous ai pas complètement endormi, des modèles un peu compliqués, parce que c'est très compliqué. On n'arrive pas facilement à dire, voilà, c'est comme ça que ça marche, voilà les variables. En fait, il y a des dizaines de dimensions qui caractérisent les individus qui jouent simultanément un rôle. Et pour les mettre ensemble, il existe des modèles mathématiques. Donc, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait plus de compétences que moi, ça s'appelle des équations structurales, qui permettent de voir comment des dizaines de variables jouent mutuellement les unes sur les autres. Et si j'essaye de résumer ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux piliers de la pré-radicalisation, des piliers, encore une fois, statistiques. Il y a un premier pilier qui est lié aux croyances, et un deuxième pilier qui est lié aux conditions matérielles. Le pilier qui est lié aux croyances, comment il marche? D'abord, il y a une très grande différence entre les gens qui croient en Dieu, qui ont une religion, et ceux qui n'en ont pas. Et en France, un pays très séculier, un des pays les plus athées du monde, les adolescents qui n'ont pas de religion sont plus légitimistes que ceux qui en ont une. Et a fortiori, si cette religion est très importante pour eux. Donc ce qui sort du modèle, ça calcule tout seul, une fois qu'on met les paramètres, ça calcule tout seul. C'est ça qui est un peu dangereux, parce que ça ne vous dit pas exactement toujours ce qu'on voudrait dire, ce qu'on voudrait lire. C'est cette première distinction. Et la deuxième distinction, c'est au niveau des valeurs. Ce qu'on voit, c'est que sur la base de l'ancrage religieux, il y a une partie des adolescents qui sont très croyants, et donc surtout une partie des jeunes musulmans, parce que c'est eux les plus croyants, qui rejettent les valeurs libérales dont je vous ai parlé. Et quand ils rejettent, par exemple, les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, ça augmente leur idée que cette société n'est pas la leur. Voilà. Donc, ce n'est pas une détermination, encore une fois. Ce sont à chaque fois des enchaînements de probabilités. Donc, on a une dimension morale et spirituelle qui motive au rejet. Et à côté de ça, on a une dimension classique que vous connaissez bien, qui est une dimension socio-économique. Et les deux sont dans le modèle. Donc, empiriquement, on ne peut pas trancher. Et la dimension qui est dans le modèle classique, c'est les conditions de vie, le quartier de résidence, le fait de vivre en HLM, par exemple, le niveau faible d'éducation de la mère, des facteurs en fait, qui aggravent la délinquance ordinaire, le vol, l'agression, le trafic, les petites délinquances ordinaires, et le contact hostile avec la police. Parce que quand vous n'arrêtez pas de voler et d'attaquer les mamies dans votre quartier, vous finissez par avoir des ennuis avec la police.
Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je dis ça, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très conventionnels ici. Voilà, donc j'explique. Bon. Donc voilà. Donc, et ça, c'est un autre rapport d'hostilité avec les institutions. Parce que vous êtes en train d'enfreindre une loi ordinaire. Ce n'est pas une loi religieuse, c'est une loi pénale ordinaire. Mais ça vous met également dans une situation de tension. Donc vous cumulez handicap socio-économique et tension avec la police. Et ça, c'est un facteur donc, qui alimente le rejet. Voilà un peu, je dirais, les résultats provisoires tels que je les envisage aujourd'hui à partir des données qu'on a collectées depuis 5 ans. Alors moi, si je vous donne mon avis, je trouve ça assez inquiétant. Vous nous direz. Je me tourne vers vous, Madame Fauvet, brièvement, hein, pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Non, juste un petit complément peut-être par rapport à ce que vient de dire Monsieur Rocher et que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Nous, ce qu'on constate vraiment, c'est que chaque situation a vraiment une cause tout à fait spécifique. On peut pas, voilà, c'est vraiment très très individualisé. On cherche vraiment dans le diagnostic quel a été l'élément qui a fait que tout d'un coup le jeune a basculé. Et vraiment, il n'y a pas de situation qui se ressemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui vient corroborer ce que dit Monsieur, 70% des personnes que nous avons sont des personnes qui n'avaient pas de pratique religieuse et qui du coup en fait sont des jeunes qui se sont convertis, mais il n'y avait pas une culture religieuse dans la famille. Et la dernière chose que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, et puis comme c'est le sujet du colloque, on voit que ce sont des jeunes, pour les jeunes, hein, qui sont soit dans le temps de l'immédiat, soit dans l'éternité, mais qui n'ont pas de rapport avec le temps historique, notamment tout ce qui est la généalogie de leur famille. Voilà, c'était juste une petite chose. Donc, dernière question, réponse très brève. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cellules? Et allez, j'ose, c'est pas un gadget de plus? Non, enfin, il me semble pas. À vous de juger, à vous de juger. Alors, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire, c'est déjà qu'est-ce qu'on fait, hein, parce que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, évidemment, le premier, je vais très vite, hein. Le premier temps, c'est le temps du diagnostic, ce dont je viens vous parler. Il faut absolument trouver qu'est-ce qui fait déclencheur pour en arriver à des situations pareilles. Et généralement, quand les jeunes sont vraiment très radicalisés, comme ce que je vous disais tout à l'heure, on n'accède plus au cerveau. En fait, on travaille énormément avec l'entourage. Et comme on voit qu'effectivement, du côté du recruteur, en fait, ils vont tout faire pour créer des ruptures, il faut absolument soutenir les familles particulièrement et l'entourage. Ça peut passer aussi par le soutien aux écoles, justement pour que l'entourage tienne le lien, absolument, absolument. Et ça, je vous assure que c'est pas du gadget, c'est du travail au quotidien. Vraiment, c'est parce qu'on voit bien que quand le recruteur, parce qu'on est vraiment en phase de recruteur. Alors, il y a quelqu'un tout à l'heure au moment du repas me parlait d'Internet. C'est vrai que Internet va permettre souvent de maintenir cette emprise, mais n'empêche qu'au démarrage, très souvent, il y a un recruteur. Et c'est vraiment au quotidien. On a des gamins, ça peut être jusqu'à 200 mails ou 200 textos par jour, quoi. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, tout ce travail de soutien aux parents, sachant qu'en plus, les parents sont dans une très très grande culpabilité. Donc, on a mis en place des groupes de parole pour leur faire voir que c'était pas que eux, mais qu'il y en avait d'autres qui étaient concernés. Ça permet aussi de travailler les places des uns et des autres. Alors là, je vais très vite, je ne vais pas vous citer tous les outils qu'on a pu développer. Simplement par rapport à l'emprise, comme on passe pas par le cerveau, on essaye de travailler beaucoup, comme on passe par les émotions. Donc on a développé des ateliers corporels, etc., etc. Et puis, parce qu'on est aussi un peu proche, nous on essaye de se raccrocher en fait avec ce qu'on connaît, hein, des profils des autres jeunes. Il nous semble qu'on est assez proche des jeunes qui sont toxicos. Et du coup, on est en train de mettre en place des séjours alors nous on appelle ça des séjours de reliance, c'est-à-dire comment on arrive, mais c'est assez violent, donc on a tenté ça une fois et ça mérite d'être encore retravaillé. Comment en fait on coupe, parce qu'effectivement il y a un moment là, le jeune est complètement pris, comment on coupe et comment on aide les parents à vraiment garder le lien avec les jeunes. Ça c'est pour le travail auprès des cellules, c'est ce qu'on, voilà. Et je pense qu'effectivement les services de PREV qui font plus de la PREV évidemment quand ils sont dans les cellules, les outils qu'ils ont développés vont servir aux autres services et bien évidemment particulièrement aux services de prévention spécialisée. Pour ce qui est de la prévention spécialisée, la première chose qu'il faut faire, il faut répondre aux jeunes. Il faut répondre de notre place et il faut répondre, comment dirais-je, mais puissamment. Parce que
il m'est arrivé de rencontrer des éducs qui me disaient « Ah oui, mais nous, on est mal à l'aise avec ces histoires de religion. » Certes, mais n'empêche que c'est notre boulot, ça. Donc, il faut qu'on réponde de notre place de non-musulmans, il faut qu'on réponde aussi de notre place d'athée, et il faut répondre sur ce que ça nous crée en termes d'émotions. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Par contre, répondre, ça veut dire que préalablement, on est en lien avec le jeune et on a été capable d'établir un lien. C'est pour ça que ça, là-dessus, j'insiste vraiment lourdement, parce qu'on peut pas passer la question à côté. C'est pas possible, ça. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, parce que alors dans les rôles des cellules préfectorales, il faut qu'on travaille des informations, sensibilisation auprès des autres acteurs, y compris vous, les conseils départementaux. Et on a souvent ce débat sur la question comment on fait pour prendre en fait le fait religieux que l'autre nous met sous le nez. Enfin, voilà. Et moi, il me semble, parce que nous, on est service public, etc. Alors effectivement, vous êtes service public. Le jeune, lui, il n'est pas à service public. La famille qui vient vous voir, elle n'est pas à service public. Donc du coup, c'est comment on fait un petit pas de côté pour prendre en compte la manifestation de ce fait religieux, non pas pour l'accepter, non pas pour, mais simplement pour pouvoir créer un dialogue et un espace de réflexion et créer de la controverse. C'est important, c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement important de répondre aux jeunes, pour créer de la controverse et de l'esprit critique. Et puis, enfin, sur la question des quartiers qui se vident, parce que vous avez bien compris tout à l'heure que c'était notre inquiétude, on voit bien, parce qu'on a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais les centres sociaux qui sont en difficulté, on a de plus en plus de centres sociaux. On a parlé hier avec un élu du conseil départemental du centre social de Forbach dans le département. On a de plus en plus de centres sociaux qui sont pris par des bandes de caïds des quartiers qui prennent le pouvoir sur les centres sociaux. Donc là, on est en train de cogiter à plusieurs un peu ce qu'on appelle des collaboration éducative territoriale, c'est-à-dire comment, non pas ce qu'on a un peu dit pendant ces 2 jours, la PREV qui travaille d'un côté, le centre social de l'autre, le secteur d'un autre, mais comment on arrive à créer des équipes, ça fait équipe justement pour recréer du lien. Et puis enfin, la dernière chose sur le repli communautaire, on est en train de finaliser une étude sur le travail social communautaire, c'est-à-dire comment les travailleurs sociaux, alors la PREV, on a un petit savoir-faire là-dessus, mais je pense qu'on ne peut pas être seul, comment les travailleurs sociaux, on travaille auprès des communautés qui sont sur les quartiers et comment en fait on redéveloppe leur capacité. Voilà. Merci Madame Fauvet. Dans vos propos, Anne-Marie, vous avez fait le parallèle avec les toxicos. Et ça m'a fait penser à ce que disait, il y a très longtemps, Claude Olivenstein, à propos des toxicos. Il disait il faut 2 choses, une personnalité et la rencontre du produit. Et finalement, c'est tout à fait ce que vous décrivez. Alors, du coup, compte tenu de ce tableau et de ce que vous avez dressé, Sébastien Rocher, et notamment par rapport à ces jeunes qui deviennent imperméables à ce que la société peut proposer, est-ce que la prévention est toujours possible? Alors, vous me réservez les questions les plus simples, c'est vrai. Je vous en remercie. En 3 minutes. Oui, en 3 minutes, non. D'abord, sur la mesure des effets, est-ce qu'on sait ce qu'on fait lorsqu'on fait ce qu'on fait? Bon, on ne sait pas en France mesurer les conséquences de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est un pays, malheureusement, et différentes organisations, pas uniquement le ministère de l'Intérieur, mais l'ensemble des organisations ne sont pas intéressées par l'évaluation des impacts. Il n'y a aucune évaluation d'impact, en fait, en France. Ça ne s'est pas du tout développé. Donc, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent, les professionnels aussi. Donc, vous avez également le droit de croire. Tout le monde a le droit de croire, mais il n'y a pas de preuve. Donc, on ne sait pas si ce qu'on fait a l'efficacité et la finalité qu'on dit. Ça, c'est un gros problème parce qu'on ne peut pas mobiliser ces technologies aujourd'hui pour les appliquer, par exemple, à la radicalisation. On n'a pas de méthode pour voir si on a bien fait ou si on a mal fait. Bon, ça, c'est difficile. Et ça m'amène vers la deuxième partie, en 1 minute 30, qui est qu'est-ce qu'on peut faire en matière de prévention? Il y a tout le pilier, quand même, je dirais, traditionnel, tout ce que j'ai décrit et que vous connaissez par cœur, sur les conditions socio-économiques, les conditions de quartier, la dérive vers la délinquance, les difficultés en matière scolaire. Tout ça, d'après les petits modèles qu'on a, c'est important. Donc on retombe sur des choses qu'on connaît très très bien dans la prévention spécialisée,
et dont vous avez tout à l'heure déjà parlé. Donc on retombe sur des choses qu'on connaît, mais qui ne sont plus du tout au cœur de l'agenda politique depuis un certain nombre d'années. Donc cette prévention en amont, cette prévention préliminaire, cette prévenance, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, tout ça, c'est pas là sur l'agenda politique. Or, a priori, c'est un élément important. Et puis il y a l'autre élément qui a rapport avec l'idéologie. Et j'entendais, madame, que vous disiez que ces jeunes avaient perdu leur esprit critique, mais moi, ça me fait tiquer d'entendre ça, parce que comment des gens qui rejettent les croyances majoritaires n'auraient pas d'esprit critique? Si les gens qui rejettent les croyances majoritaires n'ont pas d'esprit critique, alors qui a un esprit critique? Donc je ne pense pas que ce soit un problème d'esprit critique. C'est un problème d'adhésion à des valeurs et à une idéologie. Et ça, c'est complètement différent. Alors pour conclure cette table ronde, je me tourne vers Jean-Louis Sanchez. Vous êtes directeur de la publication du Journal des acteurs sociaux, mais surtout fondateur de l'Observatoire national de l'action sociale, l'Audace, un observateur avisé de la société française, auteur d'un ouvrage, La promesse de l'autre, qui propose un nouveau contrat social. Et d'ailleurs, un deuxième ouvrage est à paraître, vous nous en parlerez peut-être. Que proposez-vous face à tous ces constats ? Bon, je rappelle d'abord que le thème de cette table ronde portait à la fois sur la radicalisation, mais aussi sur la jeunesse en perdition. Alors, sur la radicalisation, il y a de grands spécialistes, et Anne-Marie, par exemple, vous êtes vraiment, je dirais, dans la bonne direction. On le sent tous. Non, par votre esprit vraiment d'ouverture, et vous aussi, bien sûr. Et donc, ce n'est pas mon métier. Je dirais simplement que cela précipite un peu l'importance des conclusions que l'on fait, que l'on tire à l'audace de 25 ans d'observation de la société française. Et si j'en parle aujourd'hui avec, je dirais, beaucoup de... Enfin, le sentiment qu'il faudrait vraiment faire bouger les lignes très vite, et peut-être par votre intermédiaire, c'est parce que depuis tout temps, nous avons fait de la question de la protection de l'enfance un peu le fer de lance du développement humain. Comment ne pas essayer de s'investir dans le développement humain quand on a la responsabilité de la protection de l'enfance? Première question. Puis la deuxième, c'est que c'est cette question de la protection de l'enfance qui a toujours alimenté les travaux de l'Audace en direction notamment de la production de liens. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, l'Audace faisait effectivement des enquêtes sur l'évolution des enfants en danger et que nous avions, grâce au travail des travailleurs sociaux, réussi à identifier le déficit de liens comme aussi pathogène, sinon plus pathogène, que le déficit de biens. Et c'est inspiré par cette question des liens, de la précarité des liens et des repères, que nous avons mené effectivement un certain nombre de réflexions et de combats. Et sur effectivement le thème de la jeunesse en perdition, là oui, nous pouvons dire que nous avons de la compétence. Car il ne s'agit pas cette fois-ci de réponses individuelles, mais bien de réponses collectives, de projets de société. Et je commencerai par, dans ce projet de société, sa dimension internationale. Comment une partie de notre jeunesse ne serait-elle pas en perdition, alors que sur le plan international, nous avons pris depuis de nombreuses années, je dirais, l'idée que nous pouvions imposer notre modèle de société à des pays qui n'étaient pas prêts à l'accueillir. Et ça a créé, bien évidemment, un désordre immense qui alimente effectivement le discours de ceux qui veulent s'isoler de la communauté nationale. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on n'a pas su parallèlement valoriser l'immense contribution de sociétés différentes à notre civilisation. Est-ce qu'on rappelle dans les écoles que si nous avons encore aujourd'hui le souci de l'héritage hellénique, par exemple, c'est grâce au fait que l'islam des années 1000 avait effectivement préservé cet héritage.
Qui connaît, en dehors d'Averroès, Ibn Khaldoun, par exemple, celui qui a été le premier à inventer l'évolution historique des civilisations à travers l'affrontement des communautés économiques. Et pas pour essayer de glorifier la lutte des classes, mais au contraire, pour attirer l'attention de tous sur la nécessité de respecter les intérêts collectifs des uns et des autres. Un discours de paix. Et donc, il serait temps que dans les écoles, on réhabilite cette contribution. Mais sur le plan interne, c'est encore beaucoup plus nécessaire de changer vraiment de registre. Moi, je suis très inquiet en voyant les discours politiques pour les prochaines élections présidentielles continuer de nous parler que des réponses traditionnelles et jamais d'un projet collectif, d'un projet anthropologique, d'un projet aussi qui redonnerait, je dirais, de l'enthousiasme à ce pays. Et donc, quand il n'y a pas de projet d'avenir, il n'y a pas donc de capacité de définir son identité par rapport au futur, par rapport à l'avenir. Et donc, on recherche dans sa communauté d'origine, dans sa communauté religieuse, ce qui peut effectivement être, je dirais, les repères nécessaires à toute construction humaine. C'est dire à quel point ce déficit de projet est pathogène. Et c'est d'autant plus inquiétant que nous avons toutes les clés d'un projet de société nouveau. Chaque fois que nous le testons localement, ces idées-là, nous les testons, nous voyons à quel point elles enthousiasment effectivement le tissu local et à quel point certains maires, par exemple, s'en emparent. Je prendrai quelques exemples très rapidement. Peut-on définir la société d'aujourd'hui autrement qu'en termes, je dirais, de concurrence, de haine, de divergence? Est-ce qu'on ne pourrait pas accepter l'idée que le pays vieillit et qu'au fond, il nous donne l'immense opportunité de faire de chaque personne âgée un acteur éducatif? Quand je regardais le film sur le parrainage, je me disais, mais quel gâchis! Comment peut-on se priver aux côtés des enfants désemparés, je dirais, de l'expérience qui n'est pas de la profession, mais qui naît simplement de la vie de tous ces acteurs, presque, je dirais, spontanés, du vivre ensemble. Mais également du côté des jeunes des banlieues. Quand on a vu la qualité, je dirais, des interventions de quelques jeunes qui ont été confrontés à des difficultés à la fois du fait de leur histoire, mais aussi de leur origine, et de voir ce qu'ils peuvent aujourd'hui apporter de décisif à la construction d'un pays, je dirais, plus harmonieux. Nous devons vraiment faire de la question des banlieues une priorité nationale. Alors vous me direz, mais il y a le problème de l'emploi. Là aussi, une vraie voie pourrait s'ouvrir à nous si on écoutait par exemple ce que nous disait Borloo. Il vaut mieux payer un 3/4 de SMIC pour une personne qui serait utile et donc créer 1 million d'emplois de proximité sur tout ce qui est humain, mais également accompagner les entreprises par ce qu'on appelait le RMA, qui a été, je dirais, expérimenté pendant 2 ans en France et abandonné, alors qu'il était en train de produire la mobilisation des entreprises autour de l'emploi d'insertion. C'était quoi? C'est par exemple un pompiste qui n'a plus de personnes pour délivrer l'essence. Eh bien, on prend en charge une très grande partie du salaire et ça permet à la fois, je dirais, aux pompistes de faire un meilleur service, mais en même temps d'offrir un boulot. Il vaut mieux consacrer tout l'argent du système assistentiel à la production d'activités qu'à la production, je dirais, des espérances. Le service public. Est-ce que le service public peut rester aujourd'hui enfermé, je dirais, dans l'absence de relations avec le public? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre des bénévoles dans le service public à côté des professionnels pour apporter l'humanisation qui n'est plus possible compte tenu des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les professionnels? La déconcentration, la décentralisation, toutes ces notions doivent être revisitées. La décentralisation, ce n'est pas l'organisation d'un périmètre économique. On est en train de tuer la proximité. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'une commune?
la production de liens. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de mutiler la fonction municipale. Le projet de société, c'est tout ça. C'est réinventer la citoyenneté, donner à la solidarité une définition tout à fait nouvelle. Le principe de précaution n'est pas concevable, mais pas un seul instant, avec la vie sociale. Il n'y a pas de vie sociale sans risque. Et donc, la solidarité ne devrait pas être de l'enfermement, mais au contraire, je dirais, libérer les initiatives. Libérer le service public, faire de chaque fonctionnaire un missionnaire, pas par la contrainte, mais par l'enthousiasme, revoir la décentralisation, et puis rêvons aussi un peu plus. Demandons effectivement à nos gouvernants de ne pas s'agiter constamment et de créer constamment du texte. Le prochain sera pour, bien évidemment, légiférer sur la fessée, mais de s'interroger bien davantage sur le durable. Et donc, s'emparer vraiment de la question qui nous angoisse tous, car c'est la seule, la dernière, la plus importante, quel sera l'avenir de nos enfants. Et c'est effectivement cette question du rapport du politique et du temps qu'il est indispensable aujourd'hui de réactiver. Et si je m'adresse avec un peu de solennité envers vous, c'est parce que, franchement, par votre présence, je ne croyais pas que vous seriez là aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous ont dû affronter de vraies difficultés pour être là, mais surtout l'angoisse du retour. Votre présence montre bien que la société française n'est pas en panne, qu'elle est une société qui vivre à l'idée de transformer le monde pour apaiser les esprits et protéger nos enfants. J'ajoute que la qualité des rapports, tous orientés vers la coopération autour du sens, montre un niveau de maturité qui progresse sans cesse dans nos assises. Et puis, je dirais aussi votre indulgence. Nous avons eu des défaillances pendant ces assises, techniques, quelques-unes. Mais vous les acceptez sans ce qu'on ressent trop souvent dans la société française, cette critique de l'organisation. Non, vous l'avez accepté parce que vous savez que nous le faisons avant tout pour essayer d'apporter une contribution, ne serait-ce que utopiste, à l'avenir d'un monde meilleur. Merci vraiment de votre présence, de votre attention et je dirais aussi de votre immense envie de changer le monde. Merci Jean-Louis, merci Anne-Marie, merci Sébastien.